et merci d'écouter ce Pifcast. C'est l'heure du bilan à froid de l'année 2015 qui vient de s'écouler. Coup de cœur, déception, on vous dit tout. Avec l'équipe habituelle, Cyril. Ouais. Laurent. Oui. Fausto. J'ai cru que tu avais dit le bilan afro, en fait. Je me suis dit, on va parler de quoi? Hey. Alors Magic System est en bonne place. Bah, de NWA. Très bon. Toujours là. Et puis Jérôme à la Réal. Et qui c'est qui parle en premier? Bah c'est Cyril. C'est Véro. Mais non, pour te présenter, voyons. Ah. Très chère Véronique. Bah du coup, on choisit un film. Allez, s'il ne devait en rester déjà, qu'un. faut définir ce qu'est 2015. Hein. C'est du 1er janvier au 31 décembre. 31 décembre, hein, voilà. On parle des films sortis en salle et des directs ou vidéo sur le territoire français. Bah. Parce qu'en fait, on a la chance, mais pas vous, de voir des films en festival, donc des fois des films qui ne sont pas encore sortis, donc on n'en parlera pas, c'est pas la peine de vous vendre du rêve avec des films comme I Am a Hero par exemple, voilà, on n'en parlera pas, quoi, et on parlera que des films sortis en salle. Ce film, mais vraiment, je peux te dire qu'il a intérêt à être bien. Ouais, c'est clair. Parce que C'est clair. il arrête pas de nous saouler donc avec I Am a Hero, qui est l'adaptation d'un manga, un film qu'il a vu donc à CJS, et qu'il a jugé totalement folle, mais alors si c'est raté, ça peut pas être. Ça va chier. Prix du public à CJS, la salle en furie, comme à l'époque de The Raid. Et c'est dingue, voilà, on n'en parle pas plus que ça. Si mais c'est pas bien, au bilan 2016, on va pas te couper. Ouais. Tu m'excuses, mais The Raid, c'est nul. Mais je te baise, moi. Jamel Ben Salah, c'est quand même pas le meilleur réalisateur au monde. Hein. D'accord. Bon, alors, là, 2016, bah, je pense qu'il y a 2015, il y a déjà un film, je pense. Est-ce qu'on en parle vraiment? Non. De quoi? Le film. Ah, le film. Le film, je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, je vais pas extrapoler pour chacun, hein? Oui, d'accord. Bah, Cendrillon. Totalement. Non, j'allais dire Margaret et Julien, mais d'accord. On va dire Aladdin. Aladdin, oui, c'est vrai. Bon, Mad Max. Ah ouais, Mad Max Fury Road. Oh non, peut-être juste 2 secondes, effectivement, je sais pas. C'était très compliqué d'apprécier un film limite à sa juste valeur après avoir vu Mad Max Fury Road. C'est-à-dire que il y avait cette espèce de grille comparative quasiment automatique. C'est ça. Même si tu voyais un truc qui n'avait absolument rien à voir avec Mad Max Fury Road, c'était et ça a été même le problème des festivaliers à Cannes, quoi. C'est-à-dire que on a rencontré beaucoup de journalistes et chaque fois ils nous disaient la même chose. Bah, en fait, j'ai du mal à apprécier les autres films après. Toi, Mad Max Fury Road. Dans la grande salle du Palais avec George Miller. C'est quand même la classe. Et c'était cool. Ouais. Il y avait Brett Ratner et Samuel Azida devant moi. Voilà. Brett Ratner qui se dit ah c'est ça le cinéma. Ah d'accord. Non mais il produit beaucoup de choses qui sont très très loin de son cinéma. Lui en revanche. Bah d'ailleurs j'ai vu qu'il était The Revenant, il est The Revenant, ouais. parce que finalement quand tu vois The Revenant c'est peut-être pas si étonnant que ça. Mais non, enfin voilà, Mad Max Fury Road. Mad Max au-dessus de tout. Le retour en grâce. Ouais, bah. Surtout Mad Max, moi je trouvais que, comme tu disais, une sorte de référence, mais même sur l'année. Avec tout ce qui est reboot, remake, suite. Je te dis, eux ils ont fait ça, alors que Papy Miller a fait ça. Exactement, c'est ça. Quoi. Star Wars, par exemple. Voilà, c'est exactement celui que je pensais. Star Wars, Jurassic Park, Jurassic World, pardon. Ouais. Terminator. Terminator. Oui. Enfin voilà, il y a eu toute une série de films cette année qui sont exactement dans la veine de Mad Max, mais il n'y en a aucun qui a réussi à aller au 10e du niveau de Mad Max. Mad Max, je veux dire un truc, rappelez-vous juste. Si, il y en a un. La bataille de la montagne du Tigre. Ah oui, oui. Moins de gens. Oh non, c'est pas au niveau. Mais c'est largement au 10e. C'est quand même la tuerie. C'est largement au 10e. Juste Mad Max, rappelez-vous juste un truc, la première bande-annonce qui tombe. Rappelez-vous, c'était en 2015, en 2014. Elle se casse. Et pas mal ça. Et on était tous comme des oufs sur cette bande-annonce. On s'est dit, c'est pas possible, le film sera jamais au niveau de cette putain de bande-annonce. Et on l'a tous regardé combien de fois cette bande-annonce? Je sais pas combien. Oui, beaucoup. Mais la deuxième, elle était ouf aussi. Ouais. Et puis, c'est ça qui était super rythmé. Et on à chaque fois, c'est pas possible. C'est les studios, même si c'est Warner et on sait qu'ils sont quand même, c'est les moins relous dans les studios. On s'est dit, c'est pas possible, ce sera jamais. Et pourtant, le film sort, le film est vu par les gens te disent, mais c'est une bombe, va le voir et tout. Tu t'attends à une bombe. Moi, je sais que je suis sorti groggy de la salle en mode, mais qu'est-ce que je viens de voir, quoi. C'est surtout quand tu te rends compte qu'en fait, que la bande-annonce que tu surkiffais comme un malade, en fait, c'est les 20 premières minutes du film. Et là, tu fais ah ouais, quand même. Et t'es rien de voir. Donc en fait, c'est rare qu'il y ait une telle attente et qu'on soit pas déçu. Parce qu'on souvent, on s'excite sur des films. Surtout qu'en plus, les bandes annonces, il y en a eu. Moi, j'ai des potes qui disaient, il y en a eu 5-6 différentes avec les trailers japonais qui montraient un petit peu plus à chaque fois. Et ça, qu'au bout d'un moment donné, au niveau de la promo, on se disait, arrêtez les bandes annonces, on va avoir vu tout le film. En effet, on se disait, c'est pas possible que ce soit à la hauteur parce que là, on en voit trop et on commence vraiment à cerner ce qu'on va voir. Et certes, on avait cerné ce qu'on a vu, mais on n'avait pas compris que ça allait être ça tout le film. En fait, Miller, il avait pas montré de
signe de faiblesse en fait depuis toujours. Sa filmographie, elle est constante, quoi. Elle est bien, quoi. Donc on pouvait légitimement se dire que ça allait être bien, mais on sait jamais, tu vois. Oui, mais il y avait le fait de ramener, tout, Mad Max, le personnage, sans Mel Gibson, qui était quand même un pari très osé. Mais c'était la bonne option. Après un troisième opus qui était raté. Oui, donc, mais il a pas vraiment. Mais qu'on comprenait bien sûr, pourquoi. bien sûr. Enfin, c'était un opus accidentel, et accidenté, mais après, ouais, effectivement. C'est un retour à une franchise, même si la personne aux commandes, elle a toute notre confiance, c'est forcément un peu flippant, quoi. Flippant, ouais. Bon, alors, Mad Max mis à part, Cyril, tu dirais quoi? Alors là, t'es bien piégé, hein. Non, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, c'est le Choyark, vraiment le deuxième film qui m'a le plus botté les fesses cette année. C'est La Bataille de la Montagne du Tigre, sorti par Metropolitan en juin, je crois, ou en mai, je sais plus. C'était en juin. Qui est un film qui n'est plus un film d'époque, c'est un film d'époque, mais c'est plus un film un chambara comme plutôt un Vous-Appian comme faisait Choyark dans ses derniers films. Il revient plus un truc plutôt contemporain avec des armes à feu et autres et tout. Et il nous fait un film de sorte de James Bond, de film un serial. Indiana Jones, voilà, et un truc complètement dingue. Moi, j'avais la bouche grande ouverte pendant toute la projection. D'ailleurs, on était, je crois, côte à côte. La 3D est absolument sublime. C'est pas la meilleure Choyark, loin de là, hein, mais pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps, et le revoir à nouveau, refaire des trucs même si j'aimais bien, j'adore Détective 2, j'adore le premier, j'aime beaucoup Dragon Gate, mais là, ça revenait vraiment un Choyark vraiment très en forme, quoi. En plus, Choyark, c'est pas finalement, ces films sont pas extrêmement faciles à aimer. Surtout pour moi, c'est les premières demi-heures à peu près de tous ces films. C'est tellement vrai, mais surtout en fait, il raconte toujours ses films, ses personnages et son histoire à travers l'action. Il y a très peu d'exposition en fait chez Choyark. Et du coup, il y a une bonne demi-heure souvent. Par exemple, Détective D2, je m'y suis prêt 2 fois à le voir parce que la première fois j'ai commencé, je me suis dit les 30 premières minutes, je me suis dit les effets spéciaux ils sont moches, le personnage c'est pas Andy Lau, il a une sale tête, il me revient pas, ça me fait chier. Je comprends rien à l'histoire, j'ai arrêté. J'ai réessayé plus tard et en fait je me suis dit mais en fait c'est mortel parce que voilà, ces expositions qui sont dans l'action, elles sont pas attachantes parce qu'en fait on est emporté dans un tourbillon et c'est pas agréable. Mais quand on est adapté à la vitesse de narration du film, c'est là qu'on rentre dedans et c'est là qu'on se prend le choc en pleine gueule, quoi. Et du coup, toi, pour Laurence, alors c'est pas, cette année quand il a fallu faire le bilan pour Mad Movies, calmement, je pense qu'on va le dire beaucoup durant ce podcast. J'ai eu du mal à étager en fait mes préférences parce que Why Don't You Play in Hell que j'ai mis en deuxième, je trouve le film extraordinaire, mais finalement La Bataille de la Montagne du Tigre, je pense, me fait autant d'effet. Bon, voilà, un classement, il faut faire de 1 à 10, donc, mais It Follows que j'ai mis en troisième aussi, pareil, a été une claque monumentale, tellement je m'attendais pas à voir ça. Ex Machina, je trouve être un film, enfin bon, mais non, en deuxième, du coup, j'ai mis Why Don't You Play in Hell, moi je sais dans mon classement pour Matt, donc je vais parler de Why Don't You Play in Hell. Sa notion, il nous met des allers-retours maintenant assez fréquents, même si il est peut-être un peu moins depuis qu'il tourne plus et qu'il est peut-être un peu plus commercial. Ces films sont peut-être moins définitifs. Moi, récemment, dans ce qu'il a fait, il n'y a rien qui est peut-être au niveau de Cold Fish ou de Fausto. Tu vas m'aider, ce magnifique film de femme. Guilty of Romance. Ou je peux dire que Suicide Club, qui est moi le premier que j'ai vu, et la scène d'intro de Suicide Club m'a fait dire ok, j'aimerais ce mec toute ma vie. Oui, tout le film, mais en plus après, voilà. Mais Why Don't You Play in Hell, voilà, ouais, c'était une espèce de. Tout à fait, c'est un DTV et c'est une histoire de cinéaste, jeune réalisateur qui veut faire un film à tout prix et qui se retrouve au milieu d'une guerre des gangs complètement barge et qui filme de vrais massacres. La dernière demi-heure elle est d'une folie, c'est indescriptible, complètement à la fois tétanisant et joyeux dans le gore et n'importe quoi, et c'est un film complètement autre et qui m'a un peu provoqué la même chose que Mad Max, c'est-à-dire ce côté qu'est-ce que je suis en train de voir, qu'est-ce qu'on est en train de me mettre dans la gueule, bon Dieu j'aime ça, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que ce sera mon deuxième. Fausto. Je touchais le micro avec mon nez, mais c'est super rigolo, quoi. C'est assez doux. Du moment que c'est le nez. Et surtout, chacun garde son micro après, hein, s'il vous plaît. Merci. Non, moi, en parlant de douceur, mon deuxième film de l'année, c'est Vers l'autre rive, film de Kiyoshi Kurosawa. Donc, moi, je suis un peu moins sensible au dernier Choyark que vous deux, les gars. Je le trouve tout à fait chouette dans son côté pulp et céréales et d'une générosité totale. Mais si vous pouvez me permettre, je trouve ça un peu moche.
J'ai envie de dire Fausto, c'est tout un peu moche. Un peu moche. C'est moins moche que Détective Dit 2. Ouais, mais j'ai un petit peu de mal avec les derniers Choyard depuis Seven Swords. Un peu de mal, mais non, j'exclus Seven Swords, mais depuis depuis l'après Seven Swords. Bref, passons vers l'autre rive de Kiyoshi Kurosawa. Oui, c'est pas du tout du cinéma fantastique à la Mad Max Fury Road pour le coup. Hein. On est d'ailleurs avant ou après ? On en est loin. Non, je l'ai vu après, mais le film est tellement différent que du coup, j'arrivais quand même à dissocier qualitativement les deux films. Mais non, déjà Kurosawa pour moi c'est le meilleur réalisateur en activité aujourd'hui. Je suis toujours estomaqué par la puissance de sa mise en scène qui est à la fois d'une simplicité folle et en même temps d'une pertinence totale, quoi. En termes de découpage, en termes de cadrage. Déjà, c'est celui qui me fait le plus peur, en fait, dans son utilisation de la mise en scène. Je trouve que là, pour le coup, il y a souvent le terme viscéral qui est utilisé à tort et à travers. Là, c'est une mise en scène viscérale, puisque un effet de Kurosawa à l'écran se ressent automatiquement sur ton ventre, si je puis dire. Kairo, par exemple. Kairo, par exemple, ouais. Qui arrive à te faire peur avec la lenteur. Ah ouais, donc... Donc effectivement, Vers l'autre rive, c'est pas du cinéma fantastique pour tout le monde. J'essaye pas d'exclure certains spectateurs. J'entends juste par là qu'il faut être patient, il faut savoir apprécier justement cette lenteur qui est une lenteur tout à fait justifiée parce qu'elle participe en fait à l'histoire. Et comme son titre l'indique, Vers l'autre rive, il s'agit d'un voyage, donc ça prend un petit peu de temps. Mais c'est un film qui est super émouvant et qui m'a beaucoup touché. Et je sais pas du tout si le film a fonctionné en salle en France ou pas. Il a en tout cas gagné le prix Un certain regard à Cannes. C'était un scandale que le film soit pas en compétition officielle. Voilà. Donc il est cantonné d'ailleurs il est cantonné sur un jeu de mots. Hein, ça fait depuis un moment, ouais. Alors que franchement, pour le coup, quand je vois le je viens de la comprendre. Non, je l'ai comprise, mais c'est le rire de Laurent qui me fait rire en fait. Mais elle est horrible en plus. Voilà. C'est un japonais. Évidemment, elle ne sera pas censurée. C'est pour ça que c'est pire en fait. Mais non, juste pour dire que oui, effectivement, ça fait depuis un moment qu'il est cantonné, comme tu dis. C'est un regard. Je me fais du sushi pour toi, à la limite. Enfin, en tout cas, qu'il est plus en compétition officielle. Je sais pas quand remonte son dernier film en compétition officielle. Je regarderai plus tard, mais en fait, je me rends compte que chaque année, j'ai un Kiyoshi Kurosawa dans mon top, ou presque. En tout cas, quand il en sort un, Shokusai, sa mini-série dont ils avaient sorti les 2 parties en France, je trouve ça admirable. Reel, oui. Reel qui était sorti il y a 2 ans, c'est ça ou 2 ans, c'est l'année dernière, 2014, Reel, ouais. C'est vraiment sublime aussi. Que moi je préfère un peu Vers l'autre rive. Personnellement, Vers l'autre rive, je trouve ça très beau et c'est vrai que la mise en scène est estomacante et puis la façon dont il aborde le sujet des fantômes qui est assez unique et à la fois très douce amère et en même temps quand même inquiétante finalement. Mais non, c'est juste que je trouve le film un peu trop long. Je trouve qu'il y a un risque quand tu fais un film qui a un rythme aussi particulier à prendre à faire, parce que le film qui dure quasiment 2 heures, pas loin des 2 heures, et je trouve qu'il fait un peu plus, je crois, ouais. Ouais, et voilà, je trouve qu'il y a des longueurs qui font qu'on parfois on les ressent, et du coup moi ça m'a un peu sorti du récit, ce que j'ai moins ressenti dans Reel qui est un film qui a plus d'étapes différente, qui rebondit plus que Vers l'autre rive, qui est l'inverse du film qui rebondit en fait, quoi. Mais au-delà de ça, le film est d'énorme qualité et vraiment, vraiment très touchant. C'était 2013, Reel, pardon, j'ai dit 2014. Il était au pif. Ouais, tout à fait. Hein, c'est comme ça qu'on est. Voilà. Mais quel pif? Pif 2013. Voilà. Bah voilà, t'avais la réponse donc. Xavier? The Duke of Burgundy. Définitivement. Obsédé. Pif 2014. Oui. Aussi. Peter Strickland. Peter Strickland, réalisateur de Berberian Sound Studio. J'ai l'affiche dans mon bureau. Qui est de mon. Enfin, je sais que Berberian est souvent préféré à Duke of Burgundy. Et moi, pourtant, Duke of Burgundy, je trouve vraiment qu'il est. Vraiment, le film est magnifique, quoi. C'est beau visuellement, dans l'histoire. C'est une histoire entre deux femmes qui ont une relation sadomasochiste, mais où, évidemment, qui est maître, qui est esclave, ce n'est pas forcément aussi évident. Le film, pour moi, m'a vraiment marqué. Bon, alors évidemment, moi, je l'ai vu au pif, donc
c'est pas que c'était un hasard, parce que bon, j'avais aimé Berberian. J'étais curieux de voir ce qu'il allait faire, parce que Berberian ne m'a pas transporté. Hein. Celui-là, il a remis au bout du jour ce qu'on appelle l'Eurosploitation, des films que Jean Rollin, Jacques Franco ont pu faire une époque et tout. C'est très franco. Voir l'Eurosploitation, si on s'en tient à une scène du film. Exactement. C'est vrai que c'est un genre un peu désuet, mais qui avait ses fans à une époque. Et c'est vrai que du coup, lui, c'est un amoureux de ça et il le remet au goût du jour, donc avec une vision moderne et tout. Et c'est pas du postmodernisme, mais c'est vraiment une relecture de ce mais justement, moi je trouvais que ce qui manquait dans Berberian, c'était un côté humain qui me faisait vraiment accrocher au personnage, parce que le côté on va dire physique que je trouve dans sa mise en scène, là Berberian, je suis désolé, je suis pas emporté. C'est un cri, ce film. Mais oui. C'est un chant. Mais du coup, Duke of Burgundy, vraiment les personnages, je les ai vraiment trouvés touchants, quoi. Ce film, en fait, avec Mad Max, c'est le seul film de l'année qui m'a donné envie de le revoir dès que j'ai fini le film. Ah ouais. Vraiment, le film passé inaperçu, hein, Duke of Burgundy. Je sais, mais vraiment, moi, de Duke of Burgundy, je pourrais le regarder en boucle, quoi. J'adore l'ambiance, j'adore la musique. Voilà, quoi. Là, je suis vraiment amoureux du film. Et pas que, parce que c'est un petit peu cul. Mais... c'est une belle histoire d'amour, en plus. Tout à fait. Puis il y a une direction artistique, ça aussi, pour le coup, c'est effectivement, c'est pas Mad Max Fury Road en termes d'univers, mais Peter Strickland, la grande force aussi de ces films, c'est la direction artistique, même quand tout se passe dans des espaces confinés. C'est tout est quand même très très pensé, et là, le décor est vraiment sublime, quoi. Justement, il y a un côté un peu comme Mad Max, qui a une sorte d'épuration dans le scénario. C'est simple, mais c'est efficace. Ça touche au but direct. C'est un langage visuel. D'ailleurs, on parle quasiment que de ça, parce que Treyarch aussi fait avancer ses histoires par le moyen d'un langage visuel. Quasiment tous les films préférés qu'on citait, même d'ailleurs Vers l'autre rive, il n'y a pas le film le plus bavard du monde non plus. Et sa mise en scène, la façon dont les cadres sont composés, dit beaucoup sur les personnages. Donc clairement, oui, même si c'était pas une année extraordinaire, parce qu'il y a de très bons films, mais il n'y en a pas tant que ça. En revanche, en termes de cinéma qui revient à ce qu'est la mise en scène, à la nature même de la mise en scène, on était plutôt gâtés. Il y a eu It Follows aussi, en termes de films dont la mise en scène est essentielle pour bien vivre le film, et ça se pose là aussi. Donc, non, il y en avait pas mal. Et Véro? Justement, moi j'aurais dit It Follows. Parce que vraiment. Tu fais voler par Laurent. Non, mais je suis complètement d'accord avec lui. Et en plus, en tant que spectatrice, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur au cinéma, mais vraiment. Et là, c'était vraiment voir j'avais l'impression d'être dans un de mes cauchemars, quoi, vraiment. Et j'étais surprise parce que, c'est méchant. Tu cours en talons hauts, toi, dans tes cauchemars ou pas? Bah ouais, je sais marcher déjà avec, ce qui est vraiment du domaine du rêve. Et non, mais en plus, c'est bête, mais comme il avait eu un prix, je crois, à Gérard Armé, des fois, c'est pas forcément bon signe, en fait, pour moi. Donc, j'en attendais pas forcément grand-chose. Et pour le coup, j'ai été clouée sur mon siège, et entre la musique, l'image, l'histoire, jusqu'au bout du film, j'ai cru que j'allais être déçue par quelque chose, et non, ça a tenu la route. Ça fait longtemps que la musique dans un film d'horreur n'avait pas été aussi importante, n'avait pas pris une place aussi importante. Ouais. C'était très fort dans les années 80-90, et là, c'est un petit moment que j'ai pas eu un film d'horreur récent où la musique est soit un des éléments moteurs de la peur dans le film, quoi. On a d'ailleurs un compositeur qui s'appelle Disaster Peace, qui à la base officie pour le jeu vidéo, quoi. Voilà, petite anecdote. Et sinon, côté déception, il y a un film que vous attendiez beaucoup et qui vous aurait déçu? Alors ça, c'est pléthore cette année. Entre les blockbusters mou du gland, les suites super-héros. Alors après, c'est qu'on attendait, c'est ça en fait la question, parce que des mauvais films, on en avait eu beaucoup. Non, des mauvais, il y en a. Mais... Qu'on attendait. Non, tu bah écoute, c'est ça, j'ai les yeux sur mon flop là en fait. Nous préparons, nous sommes avec des Mad Movies ouverts sous les yeux, donc pour nous rappeler les films. Pour rappeler ce qu'on a dit. C'est exactement parce qu'on oublie. Parce qu'on boit trop. Personnellement, une des grosses déceptions, c'est Avengers 2. Oui aussi, oui. Voilà. Le premier, j'y croyais pas. J'y suis allé parce que je me suis dit que ce serait au moins sympathique, un bon blockbuster. Voilà. J'avais été très surpris. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment très très sympathique, très frais, et du coup, finalement, j'attendais la même chose du 2, et au contraire, c'était le truc le plus calibré que j'ai pu voir de l'année. C'était vraiment atroce, quoi. Mais visiblement, même son réalisateur n'est pas très très fan du film.
Donc voilà. Mais je vais vous dire un truc, vous allez vous moquer de moi. Moi, j'ai été déçue par Pixel, en fait. La bande-annonce, c'est mignon. Mais je comprends qu'on puisse attendre Pixel. La bande-annonce, c'était plutôt sympa. Moi, la vision de la bande-annonce, mon fils est au taquet. Ouais, il y a Donkey Kong, il y a Pac-Man. Columbus, rien que ça, tu devrais avoir peur. Attends, l'homme bicentenaire, bordel. Je pensais pas que ce serait nul à ce point-là, quoi. Mais là, je pensais pas que ce serait nul à ce point-là. Je pensais que ce serait quand même un petit film sympa. Le problème, c'est pas Columbus, c'est Adam Sandler. Ouais. C'est vraiment le problème du film. C'est le problème d'à peu près tous les films dans lesquels il est joué, à part Zoran, le truc des cheveux là. Zohan. Zohan, voilà, qui est très bien. Don't mess with Zohan. Voilà, celui-là qui est vraiment cool. Et Funny People, mais bon, ça c'est à pato donc. Et du coup, à l'inverse, quel est le film que vous attendiez, mais alors pas du tout? Attends, parce que du coup, on a pas tort. J'ai l'impression que ça vous inspirait pas. Non, parce que Avengers 2, franchement, je me battais les couilles du premier. Je trouvais ça sympa, donc le 2, j'attendais pas. C'était absolument immonde, c'est sûr. Non, en fait, je l'ai pas mis dans mon flop parce que je trouve le film raté, mais je le déteste pas non plus. Mais c'est Jupiter Ascending, quoi. Voilà. Donc je l'attendais. Pourtant, je suis pas un fan hardcore de Cloud Atlas, mais c'est suffisamment tordu et atypique pour mériter qu'on le considère, pour que ça mérite toute notre considération. Donc du coup, Jupiter Ascending, j'attendais le truc. Et à la rigueur, finalement, j'ai été déçu parce que je pensais que ça allait être un peu plus pété du casque que ça. Finalement, c'est juste raté, quoi, en fait. La direction artistique. Ouais, il y a des choix, mais c'est toujours très fragile avec Wachowski, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un podcast d'ailleurs sur eux, hein, mais c'est-à-dire que parfois le sublime côtoie le ridicule échevelé. C'est sur l'accord de Red, ça passe. Et c'était le cas de Cloud Atlas, qui est un film qui était très fragile. Pour moi, il y avait des moments où on était vraiment dans le louche de SF. En fait, il y a plein d'époques, ça peut arrêter de pas rester longtemps sur une période que t'aimes pas, quoi. Alors que là, c'est tout le temps le même. Oui, mais t'avais quand même des choix de direction artistique, tu vois, qui étaient dans Cloud Atlas vraiment très contestables, quoi. C'était sur des, tu vois, c'est le maquillage et le futur et tout. Il y avait, oui, mais bon, c'était dans le film. Oui, mais du coup, c'était dilué parce que t'avais plein d'autres trucs à côté. Oui, mais j'ai le droit de le penser, bordel. Tu n'as que cette unité de lieu et de temps et de tout, là qui se perd. Non, parce que t'as quand même deux univers, tu vois. Sur des planètes différentes. Si dans Cloud Atlas, c'était juste pas possible, quoi. Non, mais dès les costumes, ça craint. C'est-à-dire que je suis désolé, mais déjà les affiches, elles nous mettaient quand même sur la piste d'un truc qui sentait pas très bon. Une espèce de décor rococo comme ça. Puis même moi, j'ai le studio qui avait l'impression qu'ils étaient en train de brader le film, mais limite. Ils savaient pas quoi en foutre. Bien sûr. Mais le truc, c'est que c'est. Les Wachowski, en fait, les Warner, ils ont jamais su quoi foutre avec leur film, à part Matrix, parce que Matrix, ils savaient déjà pas quoi en foutre. Matrix s'est imposé grâce au film en lui-même, mais pas à sa promo. D'ailleurs, il y a cette légende comme quoi. Pendant la première lecture du scénario avec les pontes du truc de Warner, à la fin ils ont dit écoutez, on n'a rien compris mais ça a l'air vachement bien, faites-le. Mais au-delà des choix de direction artistique qui sont on va dire c'est subjectif, je trouve qu'en termes de narration c'est quand même pas fou. Mais je me suis pas trop intéressé à l'histoire et destin de cette princesse là, franchement, qui à la fin en plus, je suis désolé, je spoil, hein, mais bon, on la voit, elle récure les chiottes, hein, c'est ça. Moi je suis au contraire, je trouve que c'est une des grandes qualités du film, cette fin. Moi. Mais oui, mais si tu veux, il y a des choses qui à mon sens ne doivent pas se montrer. Le problème des Wachowski, c'est qu'ils ont souvent envie de montrer des choses très pertinentes, mais qui choisissent depuis quelque temps, je trouve, des symboles tellement énormes. Et comme dans Sense8. Alors, et tu sais quoi, j'ai pas vu en fait j'ai pas vu la série Sense8, la mini-série, mais en revanche, je pense à ce que tu m'as dit. Oui, voilà, oui. Dans Sense8, il y a dans ce premier épisode, il y a une scène d'amour très intense entre deux lesbiennes, dont une qui a un gars de ceinture, et donc bon. Voir une scène d'amour comme ça entre deux lesbiennes, qui soit une vraie scène d'amour entre deux lesbiennes, pas seulement on est lesbienne, alors on se fait des petits bisous, on se caresse. Et donc jusqu'à très bien, mais ils peuvent pas s'empêcher en fait, Wachowski, de pousser le cran un peu plus loin. Et à la fin de la scène, une d'elles, celle qui a le gars de ceinture, l'enlève, le laisse choir au sol, et gros plan sur le gars de ceinture au sol qui dégouline de vaseline et de matière non identifiée. Et c'est assez symbolique de ce qu'ils peuvent faire aussi dans Jupiter Ascending. À la fin, pourquoi elle récure les chiottes? Parce que justement, elle devient la princesse de l'univers, mais par rapport à tous ceux qui ambitionnaient de devenir les maîtres de l'univers dans le film, elle reste humaine avant tout, et c'est pas parce qu'elle a le titre de princesse qu'elle va être au-dessus des autres. Exactement. Je comprends tout à fait, mais est-ce que, si tu veux, cette symbolique d'un personnage qui doit rester terre à terre sans jeu de mots était obligé de passer par cette idée de princesse qui récure les chiottes? Je suis pas sûr. C'est le problème ponctuel de Jupiter Ascending, même si moi j'ai pas mal d'affection pour le film, mais oui, il y a plein de trucs qui déconnent dedans, et le choix de cette symbolique pour ce point précis en fait partie. Mais il reste passionnant, et du coup c'est le paradoxe
paradoxe des frères Wachowski, c'est quand même leurs films sont parfois ratés, plus ou moins. C'est les deux là, Hollywood, ce sont vraiment des cas uniques quoi, et ils sont ultra passionnants. C'est un Terminator Genesis quoi. Mais Jodorowsky a pu faire des films chez les studios quoi. Jodorowsky il avait quand même des budgets quand même. Alors ouais, il y a de ça. Oui, c'est un peu. Il ferait de très bons réalisateurs pour l'Incal. On pourrait s'imaginer, c'est là qu'on s'imagine ce que donnerait un Dune Jodorowsky. Est-ce que ça ressemblerait à un truc comme Jupiter Ascending? Moi, je serais persuadé que ce serait un énorme nanar, un truc totalement colossal en fait. Mais ce serait cool. Mais ce serait cool quoi. Alors. Xavier. C'est bon, il vient de dire. Déjà dit. Et toi, Cyril? Non, un truc que t'attendais pas. Non, c'est Jupiter. T'attendais. C'était Jupiter. Je cherche un petit peu dans l'année. Et donc pour revenir sur ton autre question, non, il y avait encore le. Non, on n'avait pas fini. Toi, celui que tu attendais. Ah oui. Dit Pixel, moi. Pixel, ah oui. Oh là là, attention. Tu veux me le faire redire, c'est ça? Voilà. Non, moi, juste vite fait, c'est Birdman. Birdman parce que la bande-annonce m'avait quand même mis une sacrée pression. Et j'avais le malheur de croire encore un peu en Iñárritu. À chaque nouveau film, en fait, je me dis non, mais là, le sujet est quand même vachement bien et tout. Il y a quand même moyen de faire un truc. Et non, je trouvais ça au-delà de la maestria visuelle du truc et de la qualité des acteurs. Oui, j'ai trouvé ça tellement puéril dans sa description du milieu théâtral, bourré de clichés. Non, chiant, insupportable, vraiment très très déçu. Et puis on va pas parler de The Revenant, c'est pas le jazz propos. En plus. Ah oui, quelle horreur, pire BO de l'année, hein. Ça c'est sûr. Donc du coup, on va plutôt parler des films qu'on a bien aimés, celui que vous attendiez pas du tout et qui vous a vraiment surpris positivement pour le coup. Moi, c'est Tales of Tales, que je mets parmi les meilleurs films de l'année. J'aime pas le réalisateur à la base. Le film s'est fait défoncer quand il est passé à Cannes. Ah, justement. Et je l'ai vu et j'ai trouvé ça. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas aimé, mais je trouve ça mortel, quoi. J'ai trouvé ça génial. Et toute l'histoire ne se valent pas, mais il y a des trois histoires qui m'ont vraiment botté. Et je me suis dit, putain, c'est un vrai conte adulte, comme ça, j'ai pas vu depuis très longtemps. Et je trouve super beau le film, je trouve sublime le film et tout. Vraiment, j'ai adoré ce film de A à Z. Et il s'était fait démonter et j'étais en mode, ouais, on va se voir un petit nanar et tout, quoi. Et finalement, j'ai trouvé ça mortel, quoi. Et là, on parlait de direction artistique. En termes de direction artistique, pour un film européen, ça place la barre vraiment super haut. Et moi, j'avais grondé les deux fans de fantasy, Heroic Fantasy, que sont Cédric Delelay et Alexandre Poncet. Je leur ai dit, attendez les gars, allez voir ce film, allez voir Tale of Tales. Et en fait... ils n'ont pas été le voir. Non, pas du tout. Ils n'ont pas du tout été le voir. Et je pense que alors le film a été, ils l'ont pas très bien sorti. C'est Cannes qui a fait du tort au film. Cannes a fait du tort au film. Et puis du coup, c'est un petit peu coupé l'élan peut-être de certaines personnes quant à leur envie de découvrir. Cannes. La colère de Cannes. C'est pas. Et non, mais voilà. Et d'ailleurs, je me demande. Nul. Non, mais c'est du coup je me demande qui a rattrapé le film depuis Cannes parce que le film est sorti en vidéo. Et il y a du vent sur la terre entière. Non, mais c'est vraiment dommage parce que comme tu dis, moi je suis pas un fan hardcore, mais je l'avais vu à Cannes et j'avais vraiment trouvé ça bien quoi. Du coup, toi, Fausto, tu dirais quoi? Non, c'est surprise. Le film. Le film surprise. Je pensais que c'était pourri, en fait c'était bien quoi. Alors attends, je vais regarder un petit peu dans ma liste discrètement. Écoute, en fait j'avais très très peur du Yorgos Lanthimos The Lobster. J'avais super peur de ce film. J'y allais à reculons. J'allais dire comme un homard, mais un homard ça ne marche pas du tout à reculons. Voilà, c'est les crabes. Ça, ce sont les crabes. Donc, il faisait bisquer comme un homard ce film. C'est ça. Donc j'y allais avant même d'être ébouillanté en fait. Et t'en pinçais pour ce film quoi. Je suis rentré, j'étais tout rouge. Bon bref, on s'en allait. Non, je flippais vraiment parce que je suis pas trop fan de Yorgos Lanthimos. Il y a de quoi. Et j'avais l'impression que c'était le prototype même du film estampillé bizarre Cannes. C'était encore un film qui était en compétition à Cannes, façon encanaillage, gros casting, tout ça, etc. Et en définitive, pas du tout. J'ai été déjà j'ai adoré la mise en scène du film, quand bien même elle est très kubrickienne dans son agencement des plans et dans sa façon de gérer l'espace et justement les personnages dans cet espace-là. J'ai été très touché en fait par la trajectoire des personnages. Je trouve Colin Farrell mais prodigieux dedans, drôle, sensible, cette espèce de gros paquet de viande à moustache là. Et en plus il est pas dans la performance pour la performance quoi. Il nous fait pas du Christian Bale quoi. C'est-à-dire, il nous fait pas du regardez j'ai pris 30 kilos, maintenant je suis un sidaïque. Enfin bref, il est dans quelque chose d'à la fois précis et précieux et parfois il fait des espèces de roulements d'yeux qui sont
très très étrange, quoi. Et enfin, voilà. Donc, mon appréciation du film repose beaucoup sur la mise en scène et les comédiens, puisque c'est vrai que ce type d'univers-là, moi, c'est pas un truc qui me séduit trop. Ces espèces du chrony décalé, un peu assez politique, tout ça. Souvent, je vois venir le message à 300 bornes. Et là, en définitive, j'ai juste été touché par les personnages. La thématique très originale. Et la thématique, en plus, est belle et elle est tout à fait universelle, sans être démago. Donc, non, ça m'a surprise, The Lobster. Ouais. Ok. Xavier ? 2 films, moi. Ex Machina. J'adore Garland. Voilà. Le film que tu n'attendais T'en rien, en fait. attendais rien ? J'en attendais rien, justement. Ah. Mais t'adores Garland. J'adore Garland. Et justement, son passage à la réalisation, j'étais persuadé qu'il allait se planter. C'est généralement, La plage en bouquin, je trouve que ça tue. Ses scénars, je trouve que ça tue. Et voilà, quoi, voir ce mec qui va se mettre à la réalisation, j'étais sûr que ça allait pas le faire, quoi. En plus, un truc sur la robotique et tout. Il y a un sujet qui est tellement rabattu, t'as plus rien à dire dessus. Et étonnant, Garland y arrive. Nominé à les scènes de l'Oscar du meilleur scénario. Ouais, j'étais soufflé, quoi. Donc du coup, Garland, voilà, je l'aime. Et l'autre film qui, pareil, j'en attendais rien. Pourtant, tout le monde va me dire, mais oui, mais pourtant, c'est évident que ce serait bien. Vice versa. C'est en fait, ça fait très longtemps que j'ai lâché Pixar. Je crois que c'est depuis Les Indestructibles, en fait. Ah oui. Oui, non, mais après, à chaque fois qu'un film sort, c'est toujours, là, un chef-d'œuvre, c'est mortel. Ouais, mais bon, voilà, quoi. Non, mais cela dit, moi je suis d'accord avec toi sur un truc, c'est l'unanimité. Oui. Critique sur Pixar où tout est génialissime. Ils ont fait d'affilée des perles, quand même. Terrible. Mais franchement, le meilleur, c'est Cars 2, quoi. Arrêtez, les gars. Ah non, Cars 2, c'était atroce. Wall-E, machin et tout, ils ont quand même une période où ils ont quand même fait. Je les connais. Ouais, non, ils ont enchaîné quand même des bombes, tu dis. Mais après, ça fait oublier les merdes qu'il y avait derrière, quoi. Mais même là-haut, tout le monde crie au chef-d'œuvre. Alors, t'enlèves les 20 premières minutes qui sont d'ailleurs à moitié pompées sur un court-métrage français. Mais ça, il y a eu un truc en justice qui a été très vite étouffé, mais quand on compare, c'est très possible sur le net, c'est évident qu'ils ont complètement pompé l'idée du film. Donc, et quand on enlève ces 20 premières minutes, après le film... C'est cucu et chien dans les airs. Ah, mais il y a des chiens qui parlent. Moi, comme il y a un chien qui parle, ma femme elle fait « Ah, mais il est trop adorable », elle adorait juste pour le chien qui parle, mais... On enlève ça, franchement. Putain, non, le film. J'adore le mec qui parle de sa femme et le chien qui parle. À chaque podcast, tiens, chérie, bim. Alors que Michel, par contre. Michel, elle parlait pas. Elle parlait pas. Non, et du coup, vice versa, en fait, c'est. Ouais, depuis Les Indestructibles, ils avaient, pour moi, pas réussi à faire un film qui parle autant, je pense, de ce que j'en ressens aux enfants et aux adultes. Et puis en plus, La Destructive était plus un film de Brad Bird qu'un film de Pixar. C'est vrai. Grâce à Xavier, je peux dire un film autre que Fausto, d'un film qui m'a déçu alors que j'attendais vachement de trucs, c'est Vice Versa, quoi. Ah oui. Ah ouais. Énormément déçu par le film. J'en ai tellement de trucs énormes par rapport à Cannes. Les gens me disaient c'est génial, machin, toujours Cannes d'ailleurs. Et je le vois, je fais ouais, bof. Ah, moi aussi, j'ai pas trop. C'est la séquence à l'intérieur, je trouve la direction artistique moche, tu sais, dans l'intervalle, c'est mal expliqué. Je trouve que la direction artistique du film est moche. Pour moi, c'est la seule déception. Je trouve très bien écrit, mais la DA est moche. Pauvre la fille, elle veut partir dans sa maison et je me suis dit c'est chiant à mourir, quoi. Et voilà. Mais après c'était le but de faire une histoire simple dehors pour que ce soit tout l'intérieur de l'espace, mais moi j'ai pas été ému comme j'aurais voulu l'être sur ce film là. Je suis désolé de couper en plein. Non mais tout à fait. Après peut-être que justement le fait que j'en attende rien à pousser. C'est sûrement le film qui m'a le plus déçu cette année en fait. Voilà, c'est Vice Versa. Moi aussi, je vais tricher du coup. Xavier a ouvert un posé un précédent. Alors, donc deux films. Donc non, 2 films vite fait. Alors, dont j'avais entendu tellement de mal que je m'étais dit que ça allait être nul. Star Wars, parce que je suis allé le voir après tout le monde, en gros, après la projection de presse, 2 semaines après la sortie du film, quasiment. Non, mais déjà, moi, j'aurais voilà, après la projection de presse, tous mes collègues y étaient quasiment, et tout le monde disait oh non, ouais, franchement, bof et tout. Et puis après, sur le net, j'ai essayé d'éviter de lire des trucs, et finalement. Bah ouais, je regarde le film, je fais bon, alors le début est bien, mais après j'ai lu partout que le début était bien, mais qu'après ça se cassait la gueule. Ça se casse quand la gueule en fait? Non, c'est toujours bien, je m'éclate, je m'amuse. J'ai pas trouvé ça. Ce que j'ai bien aimé déjà, c'est qu'il n'y avait pas de prétention à être
au-dessus des Star Wars, en tout cas en termes narratifs et de ce que ça essaye de provoquer chez le spectateur. Rien que ça, j'ai trouvé ça appréciable. Il y avait une mise en scène, une bascule de points, enfin, dans un Star Wars. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule bascule de points dans toute la prélogie. Et là, d'un coup, il y a des bascules de points, une gestion des plans larges, des passages des plans larges aux plans serrés, une composition des cadres. Enfin, non, franchement, autre chose que des robots qui font un peu d'humour aussi, oui. Alors il y a des choses qui sont décevantes dans le film, bien sûr. Il y a surtout au niveau du scénario, il y a des trucs qui tiennent pas vraiment la route, des trucs dont on sent qu'ils sont jamais expliqués, alors qu'il vaudrait mieux parce que sinon c'est vraiment empâté. Mais globalement, j'ai retrouvé un souffle en fait, et j'étais au taquet. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, devant Star Wars, pareil qu'effectivement, j'en attendais rien et j'ai quand même aimé. C'est que justement, j'ai retrouvé un film d'aventure. Et je suis désolé, les épisodes 1, 2, 3, qui ne sont pas si mauvais que ce qu'on veut bien dire, ne sont pas des films d'aventure. Je n'ai pas retrouvé le souffle. Parce qu'il y a un bon film, l'Empire contre-attaque, et que des croûtes. T'as revu l'Empire contre-attaque récemment ? Non, mais parce que j'ai revu l'Empire contre-attaque, mais complètement par hasard, juste avant d'aller revoir. Et c'est un bon film, mais c'est parce que c'est un bon film. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a celui d'avant qui pose des enjeux, etc. Et la mise en scène de Kirchner, elle est carrée, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Pour moi, le Réveil de la Force, c'est le film déjà le mieux mis en scène de toute la saga. Donc, il y a le moins de raccords séquences en volet ou en diamant. Si, il y en a pas mal. Mais il y en a beaucoup moins qu'à l'époque. Heureusement qu'il y en aura pas. C'est surtout un retour à l'organique. Oui, aussi, déjà. Oui. Enfin, de la pierre, c'est de la pierre. Oh, tu te calmes. Et donc voilà, et vite fait, ma deuxième surprise, j'en attendais rien, c'est Captive de Atom et Goyan. Ils sont dit. Une blague. C'est génial. C'est génial. Et donc voilà, parce que ça faisait un bout de temps que je suivais plus trop Tom et Goyan. J'avais été un peu déçu par notamment les trois crimes de. Vous allez m'aider bien sûr, de Snowtown. C'est les crimes de Snowtown. Les trois crimes de West Memphis, pardon, voilà. Et que tu as revu il y a pas longtemps, non ? Oui. Et qui pourtant m'en a parlé. Très prometteur. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Et qui était très prometteur sur le papier. Et voilà. Et non, Captive, j'ai trouvé ça assez époustouflant en termes de mise en scène surtout et de montage. Le montage dans Captive est incroyable et très bons acteurs. Ryan Reynolds, génial comme toujours. Enfin, en tout cas, comme très souvent, de plus en plus souvent. Et Cyril fait le pitre et je ne peux pas garder. Ce n'est pas l'avis de tout le monde ici, quoi. Ironique. Et voilà. Et donc voilà, captivant. Voilà. Étudier le montage dans Captive, c'est quelque chose d'assez époustouflant. Mais Véronique, qu'est-ce que tu as pensé de Captive ? Oh non, je n'ai rien à dire sur ce film. Non, mais il y en a qui trouvent ça chiant et nul et ultra prétentieux. Captive ? Ouais. Je crois que t'avais aimé. Putain, non, pas moi, il y en a, j'ai dit il y en a. J'étais prêt à te jeter une bouteille. Non, vite, mais j'aime beaucoup le film, il est dans mon top 10. Les films détestés de l'année. Bon, ça c'est fait. Après, on passera qu'aux films qu'on aime bien aimer. Parce qu'on a dit ceux qu'on était. Non. On a dit ceux qu'on a. Attends, j'avais dit mon film que j'attendais pas encore. Ah oui. Vous allez vous foutre de moi Pixel. encore. Mais si, Pixel, tu l'as dit. Non, le film que j'attendais pas. Non, alors vous allez vous foutre de moi encore, mais c'est Chappie. Ah non. Et en fait, pour le coup, comme j'avais détesté Elysium, a raison. et du coup, j'attendais rien de Chappie, et vraiment, je trouvais que c'était hyper casse-gueule et que ça se casse pas la gueule. Quoi. Et tu l'as vu tard ou tu l'as vu tôt ? Chapiteau. Je fais des jeux de mots comme Laurent. Chapeau ou Chapi. Ouais, donc du coup, je limite à la fin, j'avais la petite larme à l'œil et tout. Quoi. Donc, et mais puis. Arrête, Moi, je l'ai pas vu, du coup, j'ai envie de le voir. Vous voyez pas sa tête, mais il me prend vraiment pour une conne. C'est clair, c'est clair. Ça, ne serait-ce que pour la zik électro. Ouais, j'adore le groupe Diancourt en plus. Il y a un instant à Véronique, moi franchement, Elysium, j'avais tellement adoré District 9. Mais oui, c'est ça. Ah oui, Elysium, c'est. J'ai fait plus jamais jouer un film de ce mec-là. T'as dit Elysium, si tu pensais à Alizé ou pas Elysium, un film avec. Elysium. Bon, alors tu voulais dire ta bouse de l'année, toi. Ouais, deux films qui sont adorés par tout le monde et que j'ai détesté. Mais d'abord, je veux dire un film plus évident, c'est Fast and Furious 7. Ah oui, mais là on ouvre à des films qui ne sont pas. Les voitures qui volent et tout, ça rentre dans le truc. On va dire que cela dit, c'est un film de super-héros à son niveau, puisque la fin, c'est une destruction massive à la Avengers. Quoi. Voilà. Moi, j'ai bien aimé.
À part l'opening, je parle anglais. À part l'ouverture avec, on voit à rebours ce qui s'est passé, l'arrivée de Statham dans l'hôpital, et je trouve que c'est une super bonne idée. J'ai souffert ma race devant ce film, mais vraiment. C'était extrêmement décevant en fait de la part de James Wan. James Wan qui clamait qu'il faisait un retour au truc un peu gritty des années 70, et de voir que c'était bardé de CGI à la con et de plans complètement débiles, c'était. C'est beau, la série est beau, je veux dire, mais non, le 5. Le 5 est mort. Moi, j'ai démarré Fast and Furious avec le 5, j'avais jamais vu les autres avant, et j'ai trouvé le 5 dément. Et j'étais voir le 6 au cinéma, je me suis barré pendant la projection, tellement je pétais un câble, sinon c'était nul. Et le 7, je me suis pas barré parce qu'il y avait trop de gens à côté de moi. Sinon, je pouvais plus. Ça va prendre au millième degré, c'est hyper drôle. Dwayne Johnson qui casse son plâtre de bras comme ça, juste en. Oui, mais il y a 2-3 idées comme ça, mais globalement. Voilà, ça. Et alors, 2 films, alors, c'est pas des films pif, mad et tout, mais bon, je les ai détestés et je sais que les gens adorent et je vais en parler. C'est le fils de Saul, que je trouve était un très très mauvais film dans le sens où il passait complètement à côté de son idée de mise en scène et de ce qu'il a voulu nous représenter. J'ai vraiment souffert comme un malade devant ce film. J'ai l'impression de me retrouver quand j'expliquais à la poste, comme si j'attendais derrière quelqu'un pour aller prendre un colis, sauf qu'on m'aurait rendu fou sur le côté. Je me suis dit, mais c'est quoi cette idée de con pour faire un film, quoi. À la base, tu dis, c'est génial, plan séquence, comme ça, mais tu vois, Hunter the Wilde le fait beaucoup mieux, je trouve, dans le genre, voilà, quoi. Et surtout, le personnage principal est antipathique au possible. Ce mec-là, on se casse son cul, il veut juste enterrer un gosse et on récite des incantations devant sa tombe et tout le long, il va faire tuer tout le monde pour arriver à son putain de but. Il y a même pas d'ailleurs, quasiment. Et voilà. Et l'autre film aussi qui m'a beaucoup énervé cette année. Et le mec, il va citer que des films non fantastiques, alors que nous, on s'est quand même fait chier jusqu'à présent. L'autre, il est dans le top de Mad. Il était dans le top de Mad, c'est Macbeth. Ah, il est pas dans le top de Mad, il y a que moi qui l'ai mis. Oui, mais il est quelque part, donc il est basse. C'est moi qui l'ai mis en personnel. Qui est un très très beau film. On va se battre. Une bombe graphique, mais qui m'a cassé les couilles, mais quelque chose de monumental. Ouais, c'est parce que t'aimes. Mais je crois que j'aime pas Shakespeare, voilà. ça je crois pas. Ça m'a vraiment pété les bien. Voilà, je voulais juste dire ces 3 films-là, top du top m'a cassé les couilles cette année. À vous les studios. Bon, ma purgeasse que je vais expédier, vite, parce que maintenant je pourrais en parler des heures, tellement ça m'a rendu fou ce film. Il est difficile d'être un dieu. De ce grand réalisateur russe dont j'ai totalement oublié le nom. Et qui est mort depuis que tu as dit ça. Qui est mort, oui, c'est vrai, qui est mort. D'ailleurs, le film a été terminé sans lui, si je ne m'abuse. C'est le film avec Depardieu, c'est ça? Non. Attends. Non, ça c'est. Non, c'est un film russe de 3 heures. Une espèce adapté d'un roman du même auteur que Stalker. C'est ça. Oui, Stalker ou Solaris. Et c'est une espèce de fresque de 3 heures en noir et blanc dans une espèce d'univers science-fictionnel médiéval où comment expliquer cette espèce d'expérience où j'ai eu l'impression qu'on m'a violenté, pas violé heureusement, mais violenté pendant 3 heures. Je ne sors jamais d'une salle de ciné, c'est un principe, même si j'aime pas le film, je reste jusqu'au bout. De ça, parce que parfois on sait jamais, la fin peut rattraper le film. Bon là, rien n'a rattrapé le film, mais non, c'est une espèce d'expérience où les personnages commencent un dialogue et puis s'arrêtent en plein milieu de la phrase parce qu'à côté il y a un mec qui fait et puis la caméra se tourne et il y a un mec qui est en train de manger son vomi, la caméra revient et il y a un figurant qui passe en regardant la caméra en agitant des pattes de poulet alors que personne n'a fait un regard diégétique jusqu'à maintenant, mais là voilà, il se tiens le mec il a une bonne idée, on va le garder au montage et tout, et c'est comme ça pendant 3 heures, on comprend rien à ce que ça veut raconter. C'est beau. Alors, par contre, c'est à tomber par terre tellement c'est beau. La photo est magnifique, l'univers, la texture glaireuse, boueuse de l'univers est retranscrite de façon très étonnante. Mais du coup, on a vraiment l'impression de se prendre des glaires et de la boue et des gens qui vomissent et qui chient et qui puent. Ça donne envie là, ce que tu racontes. Pendant 3 heures. Et voilà, ça a été une torture absolue. Voilà. Alors, alors moi je déteste ce film, il est difficile d'être un dieu, c'est abominable, il faut le savoir. Bon, je m'insurge juste 2 secondes, mais moi j'adore le fils de Saul. Vraiment, j'adore. T'aimes à la poste. Non, mais déjà, je trouve que c'est un premier film, faut pas l'oublier. C'est pas parce que c'est un premier film qu'il n'a pas de défaut, mais en termes de mise en scène. C'est couillu pour un premier film. Alors, en revanche, je comprends tout à fait qu'on fasse un rejet total vis-à-vis de ce film, qui est quand même un film qui t'impose sa mise en scène de manière, les détracteurs pourront dire quasiment fasciste, c'est-à-dire que en gros le point de vue va être comme ça, on va pas. Parfois, des fois t'as des panneaux, tu vois ce qui se passe dans la scène et tout, tu regardes un mec. Moi, ce que j'aime, c'est surtout cette idée finalement finalement c'est du faux hors champ, c'est-à-dire que tout est vu, mais la mise au point n'est pas faite sur l'horreur, mais ça apparaît quand même à l'écran, quoi. Donc il y a cette notion finalement de montrer, mais c'est
j'ai du mal à pleinement, si tu veux, envisager ce film, quoi. Et Requiem for a Dream m'a tellement bouleversé, m'a tellement beaucoup plus plu. Et pour le coup, c'est la vraie mise en scène. Enfin, là, non, c'est pas de la fausse mise en scène. Tu peux pas dire ça, tu vois. La photo est magnifique, il y a un travail sur le fond qui est sur le son qui est ouf. C'est une fausse bonne idée en fait. C'est une bonne idée sur le principe. Tu dis ça va être génial, et en fait dans les faits c'est nul, quoi. Enfin, c'est totalement subjectif, hein, bien sûr. Hein, j'ai pas un avis universel, mais je me dis sur le principe c'est génial, et j'attendais. Ah oui, tiens, c'est un film aussi dans le genre que j'attendais énormément. Bah ça regroupe. Et qui m'a déçu à un point, mais surtout en plus tout le monde m'a mis la pression, genre putain tu vois ça te déchire machin et tout. Je m'attendais vraiment à prendre une claque du niveau de Requiem pour un massacre, et en fait bah non, je suis, à part la séquence, je sais pas si ça spoil, mais d'évasion à la fin. Enfin, attention, le film avait déjà été déjà controversé quand il est sorti en salle. Enfin tu vois, il y a plein de gens quand même qui aiment pas le film, hein. Oui. Tout le monde n'est pas forcément le sujet est un peu inattaquable, et les gens disent on peut pas dire, enfin pour moi c'est un film de cinéma. Rafle, tu veux dire. Ouais, il y a eu un buzz du fait de son sujet, comme tu dis, et puis je connaissais pas du tout les Thunder Commando, ça m'a fait découvrir un pan de l'histoire, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que je ne connaissais pas. Du coup ça c'est au moins ça de bien, c'est que je connaissais pas ce truc-là, je l'ai découvert. C'est une guerre qui a commencé en 39 et puis non, les Thunder Commando, Mais pour moi c'est quasiment, enfin tu vois, le film est quasiment un film d'horreur, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de tableaux complètement apocalyptiques. Alors en plus on est effectivement rivé à ce personnage-là. Il y a un travail sur le son qui m'a assez sidéré, tu vois. Et en termes d'expérience filmique, ça m'a un petit peu rappelé, alors que les films sont très très différents, mais le film de Clueless. Joe Breaker. Non, j'ai oublié le nom. Kinate. Voilà, le film de Brian Mendoza. Horrible ça. Voilà, un film que j'adore. En fait, c'est des films qui me font souffrir, mais que j'aime. Tu vois, c'est-à-dire que je sors de la salle, je suis genre épuisé, lessivé, tu vois, mais ça dit quelque chose. J'ai participé à une espèce, tu vois ce que je veux dire, en fait c'est une expérience de souffrance, tu vois, et je comprends qu'on y soit tout à fait extérieur et qu'on n'a pas envie de vivre ça, mais voilà, en tout cas il n'est pas désagréable, le personnage principal de Fils de Saul, quoi. Il est censé être passionné par sa quête, et en fait c'est un connard. Non, mais je pense qu'il faut, enfin ça montre aussi que sa quête elle est anodine, quoi, enfin que c'est juste sa manière de rester en vie, en fait. Oui, mais enfin, c'est pas censé t'intéresser, il fait en fait. buter plein de gens autour de lui. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais laissons Fausto parler de son film détesté, Mad de l'année. Ah ouais. Alors après, après moi j'ai détesté Mia Madre de Nanni Moretti. Voilà. Moretti, de toute façon, c'est pas fantastique. C'est pas fantastique, mais bon, là, si tu veux, Monsieur Despontin commençait. Saul, et Macbeth, il est dans le truc de Mad. Alors, pouf. Donc, Macbeth, c'est fantastique. Bah oui, il y a des sorcières. Voilà, donc les deux, ils vont. Et il y a Fast and Furious 7, les voitures, elles volent. Et il y a Marion Cotillard. Ta mère. Mais non, sinon, Lost River, c'est abominable. Et Lost River, vraiment, c'est-à-dire que j'ai donné toute mes chances, si tu veux, à ce film. C'est-à-dire que je l'ai vu à Cannes. Je ne me suis pas endormi. J'ai vu le film dans son intégralité, dans son premier montage tout à fait insupportable. On m'a dit, il y a des choses qui ont jarté. Le film est plus court, tout ça, etc. J'ai été le revoir, en fait, dans son nouveau montage post-Cannes. J'ai trouvé ça, mais vraiment, c'est-à-dire que je n'arrêtais pas de gigoter sur mon siège. J'ai trouvé ça abominable. Je déteste le personnage principal, pour le coup, mais bon, c'est pas pour ça que je fais un rejet total vis-à-vis du film, hein. C'est juste que c'est une espèce de petit objet de rien du tout, en fait, qui pompe tous ses mentors à tel point que ça en devient vraiment mais super embarrassant. Sauf que l'emballage se veut sexy, la musique se veut suffisamment atmosphérique pour essayer un petit peu de titiller nos oreilles, mais au final tous ces éléments là, quand on les sépare, et même quand on les ajoute, surtout parce que quand on les sépare, effectivement la photo elle est jolie, effectivement les comédiens c'est quand même un petit peu ce qui se fait de mieux, j'allais dire, sur le marché, quoi. Moi je suis ravi de voir Christina Hendricks, même si c'est le seul, même si le mec ne sait absolument pas filmer les femmes, ni filmer sa femme par ailleurs, hein. Christian Griggs, il en fait une espèce de dondon en robe de chambre tout le long du film, alors que c'est quand même un summum de sexitude, et voilà, mais même les scènes de cabaret et tout, pseudo-lynchienne à la Blue Velvet et tout, j'ai trouvé ça tellement embarrassant. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de voir un mec qui me déroulait son espèce de catalogue d'influence comme ça, sauf que le mec, effectivement, il avait Benoît Deby, effectivement, je sais plus qui a composé la BO. Non, pas du tout, c'est non, c'est pas Métronomie. C'est ceux qu'on fait Tick of the Clock dans la BO de Drive, et c'est pas Métronomie, c'est Chromatics, voilà. Ah, Chromatics, excuse-moi, oui. Enfin, c'est pas le groupe Chromatics, c'est le producteur du groupe Chromatics. Donc voilà, la BO est mortelle, on a quand même à la liste technique, il y a vraiment la crème de la hype de la hype, quoi. Et sauf que plein de bonnes choses font pas forcément mélanger un bon film. Ah bah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Et donc du coup ça fait une espèce de petit truc un peu péteux comme ça, qui s'est fait laminer à Cannes, et à raison, vraiment, quoi. Il s'est fait limite ignorer à Cannes.
Plus que laminé. Non, il s'est fait huer le film, mais vraiment huer vénère, quoi. C'est le film où elle fait. Donc, non, mais bon. Moi, voilà, j'ai détesté ça. Et aussi, oui, je tiens à citer ce film abominable qui est Girl Walks Home Alone at Night. Mais ça, vraiment. Et ça, pour moi, ça participe un peu au même délire que Lost River. Peut-être pas totalement, mais on est quand même dans cette espèce de truc où voilà, on fait du genre avec un balai dans le cul, où tout est pris avec des pincettes, où tout est dans un emballage pseudo-esthétisant. Au final, ça raconte pas grand-chose. Il y a toujours un buzz qui accompagne ces films-là. Il y a 2-3 séquences assez audacieuses et étonnantes. Ce film-là, en festival, il a tourné. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, il a gagné un prix, je sais plus, récemment. C'est un film, c'est horrible ce que je veux dire, mais fait par une nana. Non, mais c'est pas horrible, mais ça fait partie. Iranien. Oui, mais en plus c'est un faux film iranien. Alors, oui, c'est un faux film iranien parce que la nana, elle vit à Los Angeles et le film n'a pas du tout été tourné en Iran. Enfin, il y a rien de. Pas d'Iran cette connasse. Voilà. Mais moi, je reviens du coup juste vite fait sur Lost River. Je te trouve très méchant avec ce film. J'ai tellement souffert, Laurent, je t'assure. C'est pour ça que je suis méchant. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que j'aime pas être méchant comme ça, mais j'ai vraiment souffert. Voilà, vraiment. Oui, non, mais c'est. En plus, honnêtement, j'aime bien Ryan Gosling au demeurant. Je trouve que c'est un acteur et ça m'a l'air d'être une personne intéressante qui a l'air d'avoir des goûts artistiques assez singuliers, etc. Que réalisateur. Mais je sais pas. Parce que c'est très personnel comme film en fait pour Lost River. Tout le monde n'est pas obligé de savoir la petite histoire, mais c'est l'adaptation d'une de ses chansons en film, d'une des chansons de son excellent groupe qui s'appelle Dead Man Bones, qui est un groupe d'espèces de rock des bayous un peu horreur. Des bayous tout attachés. Ils sont tous des bayous. Des bayous. Non, voilà, donc en fait, il a vraiment un univers. Il adore le fantastique, sincèrement, Gosling. Et du coup, voilà, son groupe ne parle que de zombies, de fantômes, et tout comme ça. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça assez personnel de sa part, même si, bien sûr, les citations, elles sont mal digérées. Parce que il est encore très jeune, mais je suis assez curieux de voir un deuxième film de lui, en fait. Voilà. A Night of Cups de Terrence Malick, c'était sacré, c'était un truc aussi, ce truc. Hein. Moi j'ai arrêté Terrence Malick en fait. C'est comme. Non mais j'y pensais parce qu'il est remercié au générique de Lost River. Atmosphérique, je fais des gros guillemets, mais les films que tu cites, ils font des films avec des ambiances et des atmosphères. Mais alors justement, et tu fais bien de préciser les guillemets parce que ce sont des films entre guillemets atmosphériques et c'est ça qui est chiant quoi. C'est-à-dire que je trouve leur atmosphère tellement factice qu'à aucun moment je suis justement absorbé par l'univers quoi. Mais bon, Night of Cups, ouais, ça sert à rien de revenir sur Malick. Xavier. Bah, moi, j'étais un peu embêté du coup, parce que Lost River, effectivement, je suis comme Fausto. C'est de la hype pour la hype. Voilà, enfin, il n'y a pas grand chose à dire, c'est creux. Et pourtant, j'étais vraiment le public. Hein. J'aime bien Ryan Gosling. La bande-annonce, j'étais fou devant, je trouvais les images magnifiques. Bon, bah voilà quoi. La bande-annonce, c'est mieux que le film. C'est vrai. Non, moi après c'est plus j'en ai tellement des films que j'ai détestés cette année, mais vraiment moi j'ai souffert cette année. Bah, après en même temps j'ai cherché, hein, j'ai été voir Ouija. On l'a vu aussi, t'inquiète. Oui, mais je trouve que c'est pas un film que tu détestes. C'est juste je trouve que parmi les bouses de comment s'appelle ce producteur de Bloom, c'est peut-être une des moins pires, une des moins détestables. Poltergeist, ça va à l'école, le mec de Poltergeist. Poltergeist, c'est une catastrophe. Ça, c'est vraiment une merdasse. Non mais voilà, en fait t'as Ouija, il y a Pyramide que j'ai détesté. C'est bien une souffrance. Pyramide, le premier film avec le premier film avec un robot qui filme en scope, un petit robot qui est utilisé par des chercheurs, mais il filme en scope. Il filme tellement en scope même que les menus du robot, c'est-à-dire ces indications techniques à l'écran, elles sont bien dans les coins du scope. C'est même pas genre on a zoomé dans l'image parce qu'il filme en 1.33. Non, le robot filme en scope. Bande de débiles. C'est un Français qui l'a fait. Justement, pour moi. Enfin, je trouve qu'il y avait. Enfin, Pyramide, c'est pas bien. Mais je trouve que au moins il y a une audace de faire un truc complètement différent de ce qui se fait en ce moment. Dedans. C'est un peu embarrassant par moment quand même. Non, bien sûr, j'ai pas dit que c'était bien. Moi, je mets 0, mais voilà quoi. Non, mais attendez, accordons-nous bien, c'est à chier, mais c'est quand même intéressant. En fait, c'est une année avec tellement de films mauvais qui allaient à chier. Il est à chier pas mal. Pour être plus précis, 2015 pour moi, c'est une année de films débile, mais profondément débile. Ouija, c'est creux et c'est complètement con. Pyramide, c'est creux et c'est complètement con. Comment on lance le film ? On te présente un robot en te donnant bien le prix du robot, en te disant ce robot-là qui coûte une fortune, on me l'a prêté, hein, donc je dois le rendre, mais je vais l'envoyer
dans un truc où personne n'a foutu les pieds depuis des siècles en se disant il n'y a pas de souci. C'est complètement con. Évidemment, pourquoi ils vont rentrer dans cette pyramide? Pour aller chercher le fameux robot qui s'est fait défoncer. Il y a eu... alors, est-ce que c'est bien sorti en 2015? The Lazarus Effect. Oui. Putain, mais oui, bah, je connais quelqu'un de cette table qui a le film. Moi, j'aime bien ce film. Ouais. C'est atroce. Si. Moi, je trouve ça très sympathique. C'est extrêmement réac sur la fin. Alors, déjà, c'est extrêmement réac. Ça, c'est une qualité, Laurent. Les mecs qui ont voulu faire ce film, à aucun moment ne savaient quel film ils voulaient faire. Il y a des scènes, mais... Très beau générique d'ouverture. Non, c'est vrai. Le film a des scènes qui ne servent à rien. Mais quand je dis à rien, c'est que tu ne comprends même pas pourquoi elles sont là. Ouais. Expliquez-moi pourquoi le chien se fout au-dessus du lit, au-dessus de la nana. Ça ne sert à rien. Tu parles de quoi, de Lazarus Effect? J'ai oublié cette scène. Moi, ça me rappelait pas qu'il y avait un chien. De toute façon, c'est un film de l'année dernière, de 2014. Non, 2015. Ah, c'est 2015? C'était début d'été, je crois. Ah oui, c'est vrai. Après, nous passerons bien évidemment sur Jurassic World, qui est aussi complètement con. Mais le top du top. Je suis d'accord avec toi, c'est débile, mais je trouve pas ça détestable. Mais c'est débile au sens. J'ai vu Sinister 2. C'est dans le genre. Déjà, le premier, j'avais pas aimé. Donc bon, Délivre-nous du mal d'Erickson, c'est 2014. Hein. Ouais, c'est 2014. Ouais. Je crois que c'est quand même un des. Oui, non, mais bon, Paranormal Activity. J'avoue que je l'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Le Paranormal Activity, c'est pareil, c'est comme d'hab. Mais non, le maître étalon de l'année dans la débilité, dans la connerie. Et vraiment, les mecs, si j'avais eu le réalisateur en face de moi, je crois que je lui crachais au visage. Le Fils de Sol? Non. Terminator Genesis. Ah oui, bien sûr. Il y a un moment. James Cameron dit que c'était bien. Non. Mais franchement, je crois que parce que tous les films que je viens déjà de citer, je trouve que vraiment ils prennent le public pour des débiles. Mais alors Terminator Genesis, c'est vraiment un affront, quoi. C'est une insulte, ce film. C'est un doigt d'honneur. Qui commence pourtant avec une des meilleures idées scénaristiques de toute la saga. Le côté revisité en mettant un bug dans le truc. Mais putain, mais pour faire ça, mais les tentatives d'explication temporelle, mais Que dit Jérôme? Jérôme dit que la bonne scène du Terminator Genesis devait être dans T2 à la base et storyboardée par James Cameron. Mais voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et même je trouvais le film insultant, et même après, quand je me renseignais sur le film pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, les mecs ils disent le plus naturellement du monde, ouais, alors il y a des trucs comme ça, on savait pas quoi faire, on a mis ça et tout. Non mais vraiment, tu n'as donc aucun respect, vraiment aucun. C'est le pire film de Mad pour moi Louise, cette année c'est le pire film de Mad Louise. Ah oui. Genesis. Il y a beaucoup de pensées de Terminator. Il y a aussi Ouija, je vois. Il y a aussi Poltergeist. Ouais, bon, il y a tout ce qu'on a cité. Non, Terminator Genesis, ouais, non, c'est habitable ce truc. Hein. Franchement, j'ai le souvenir d'un film ultra bruyant. D'ailleurs, j'étais vraiment agressé, c'est-à-dire que. Il est moche. Oui, c'était vraiment très très laid. Et un des pires acteurs hollywoodiens de récente mémoire, Jay machin. Oui. C'est une catastrophe ambulante, lui. Et surtout, j'ai pas compris. Il y avait des trucs dans le film que j'ai pas pigé. La fin. J'ai pas vu, donc c'est pas. Bref, c'est pas logique. C'est pas écrit, non, mais du coup, je réfléchissais en fait pendant le film et je disais je pense qu'au bout d'un moment, je vais arrêter toute tentative de réflexion, puisque en tout cas, au scénario et à la réalisation, il y en a pas. Donc. Puisqu'Inet devient quand même une app pour iPhone, et ça fait quand même très mal au cul. C'est le vrai futur. Et Véronique, tes films à toi. On va arrêter de faire les haters et on va peut-être juste refaire une passe sur. On a parlé de plein de films là. Peut-être est-ce qu'il y en a dont on n'a pas parlé? On avait besoin de sortir en fait. Déjà, pour finir le podcast, je voulais dire 2-3 films qu'on n'a pas cités. Moi, je me lance avec des films qui n'ont pas été trop appréciés. Partisan, par exemple, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est passé un peu inaperçu. Nul. Et après, le mec, il aime pas le Fils de Saul. Alors ça, comment ça se la raconte? Très bonne idée de mise en scène. Il y a une musique mortelle, un travail sur le son qui est mortel. Il y a plein de petits trucs un peu dérangeants dans le film. Partisan, le film commence, tu dis c'est pas mal, je vais attendre. Puis t'attends. Ah bah non, c'est un film qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur, et je tiens à le dire. Voilà. Ça raconte rien. Un autre film aussi dont on n'a pas parlé, qui est génial, c'est Réalité de Quentin Dupieux. Très sympa. Qui est un retour en grâce de Quentin Dupieux après quand même une bonne série de films un peu en mode autopilote. C'est même son meilleur, je trouve. Non, c'est Steak son meilleur. Steak, il est Steak. Au secours. Exceptionnel. Non, c'est l'autre avec les flics là. Bon Cop. Steak, c'est le meilleur, et en dessous, t'as Réalité. Donc un retour en grâce de Quentin Dupieux. Et un troisième film que je voudrais citer, ce que je voulais dire à la base, Jurassic World, mais apparemment il y a des gens qui n'aiment pas trop, mais je vais plutôt citer un film que je sais qui n'est pas trop apprécié ici, enfin peut-être, mais c'est The Voices de Marjane Satrapi, que j'adore. Tellement relou.
tellement relou, ce film, tellement pas drôle. C'est un des coups de cœur de l'année. Je trouve que je déteste Martin Scorsese. Je trouve que c'est la mise en scène pour moi qui plombe un peu le film, et c'est pour ça que par exemple il a pas fait mon top 10. Effectivement. C'est même non, c'est parfois je trouve assez pâteau et maladroit, notamment la scène où les flics débarquent. Je trouve ça vraiment. Tu sens qu'elle est pas super à l'aise quand il faut montrer un petit peu la gestion de l'espace, du rythme, etc. En revanche, je trouve l'écriture Ryan Reynolds extraordinaire. Tout film avec Gemma Arterton a déjà de toute manière mérite déjà un respect assez absolu. Non, mais le numéro final à la fin, mais arrêtez. Non, j'étais plus quoi. Et les mots qui parlent, les gars là. On parle de quoi? L'équilibre dans les ruptures de ton est quand même assez miraculeux dans ce film. Et ta femme, elle a aimé du coup parce qu'il y a des animaux qui parlent. C'est pas fou. La séquence c'est con, mais des fois un film ça tient sur une séquence. La séquence du cerf qui rentre dans le pare-brise et qui fait tue-moi, je peux pas. Tellement fait mourir de rire que j'adore le film, entre autres pour cette scène. C'est quoi la chanson de fin? C'est Happy Song, ça? Voilà, bien. Allez Lolo. Donc en gros un truc cool quoi. Souvenir de Marnie du réalisateur d'Arietti, donc un film Ghibli que j'attendais absolument pas parce que j'avais absolument pas aimé Arietti, et puis on sait tous que Ghibli en dehors de Takahata et Miyazaki c'est souvent du caca, et j'ai trouvé le film très touchant, très beau, très bien réalisé, non vraiment et on va rester dans l'animation. Shaun le mouton, alors forcément Shaun le mouton, on sait que Hardman ça va être cool, mais c'était vraiment extrêmement cool. Shaun le mouton, la séquence du restaurant est longue, je trouve. Autant tu vois par exemple Pirate que j'aime bien, mais je trouve qu'il y a des trucs décevants dans Pirate. Bien intéressant en fait. Mais Shaun le mouton, j'ai vraiment. Shaun c'est bien pour un truc, c'est quand t'as je vais dire les détails, quand t'as des moutons qui va payer le canard avec des tranches de pain en mode cette séquence m'a fait mourir de rire. Moi tout le film, tu sais, je l'ai vu avec mon fils et dans une salle où il y avait que des gamins, et j'étais la personne qui riait le plus fort dans la salle. Parfois il y a des gamins qui se retournaient vers moi. Moi j'aime bien le film, mais pour du Hardman, j'ai trouvé ça un peu décevant quand même. Et puis Good Night Mommy. Oui, il y a raison, monsieur. Qui est que j'attendais absolument pas. J'aurais pu le citer dans les films que j'attendais pas et qui m'ont mis une claque. J'ai découvert à Gérard Armé. Alors, on m'avait déjà dit, certaines personnes, notamment présentes à cette table, m'avaient dit après l'avoir vu à CJS que c'était très cool, mais je m'attendais pas à prendre une claque comme ça quand même. J'ai vu dans une petite salle à Gérard Armé dans des conditions un peu pourries, et ça n'a pas empêché que festival, hallucination collective. Oui, tout à fait. Mais ça n'a pas empêché le film de me faire une sacrée impression, vraiment un côté de malaise et en même temps un coup de cauchemar enfantin. Non, c'est une bonne petite claque. Fausto, non, plein de films, mais je vais me permettre 2-3 films pas mal en fait, ou pas fantastiques. C'est n'importe quoi. Oui, non, mais bon, l'autre il a ouvert les vannes avec Fast and Furious 7, et puis moi j'ai pas de série. Non, mais voilà. Oui, alors Sicario dans ce cas-là, je mets mon film pas Mad, et dans ce cas-là, ce serait quasiment mon film préféré de l'année, juste en dessous de Mad Max Fury Road, c'est Sicario de Denis Villeneuve, qui je trouve est une baffe de mise en scène incroyable. Le seul défaut du film, c'est de pas être à la hauteur de sa première demi-heure. C'est ça. Mais même si ça débande un petit peu après, j'aimerais bien voir beaucoup de réals débander comme ça et rester aussi solide. Voilà. Non, je trouve c'est un sexe turgescent. Voilà, bien sûr. Ouais. Vous le voyez pas, mais nous, on a l'odeur et l'odeur et l'image. Et c'est un peu comme du Martin Arterton aussi. Tout film avec Emily Blunt mérite déjà une bonne note d'office. Non, je suis d'accord. Sicario, ça tue. Donc ouais, je le mettrai aussi dans mes films préférés de l'année. Je citerai aussi, parce que j'adore ce film, et pour moi je le mets quasiment ex aequo avec Fury Road, c'est Hacker de Michael Mann. J'ai trouvé ça vraiment un film oublié, ça, moi ça m'a explosé quoi. C'est franchement un film aussi contemporain, aussi fort. Voilà, l'échec au box-office est tout à fait explicable. Surtout que le film est passé assez inaperçu. $7 millions aux États-Unis, je crois. Ouais, même peut-être un peu moins, je crois. Mais en tout cas, c'est le plus gros échec de sa carrière. Mais c'est pas son meilleur film, et putain, en même temps, il a tellement de meilleurs films, Michael Mann, que je ne sais lequel choisir. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que j'y réfléchissais, et puis je t'en parlais quand on discutait off record, mais de Subura, en disant que ce mec, en fait, est tellement contemporain dans son approche de la mise en scène que tout le monde qui passe après lui, qui essaie de faire du polar entre guillemets
contemporain ou moderne et urbain ne peuvent s'empêcher de le pomper, quoi. Et lui, il est toujours au niveau, et puis surtout il y a toujours 2-3 morceaux de bravoure, et puis surtout la grande force de son cinéma, c'est ces fameux moments en suspension plutôt, où il se passe rien, mais alors il y a une espèce d'électricité, et là encore un film dont les personnages se dessinent par leurs actions et par la façon dont ils sont mis en scène, et pas par des dialogues comme Mad Max. Voilà, voilà. Enfin, j'adore ce film, et puis après j'ai beaucoup aimé aussi le film de Koreeda, Notre petite sœur. Ça, c'était en compétition à Cannes cette année, et c'est une adaptation de manga qui s'appelle Kamakura Diary, et tout le monde a dit genre oui, bah c'est un Koreeda mineur et tout, c'était mieux tel père tel fils machin et tout, alors que déjà visuellement c'est un film qui est tellement splendide que ça m'a sidéré, je m'attendais pas à un truc aussi beau, et en fait c'est un film qui parle de choses très très graves, mais sur un mode plutôt doux, et je pense que cette absence de gravité, en fait, ça a quelque part nuit au film. C'est-à-dire que finalement, ah bah non, c'est pas assez grave, c'est pas assez dramatique, on pleure pas assez, bon, c'est pas si bien, quoi. Alors que le film, en fait, justement, est beaucoup plus fin que ça, et ne cède absolument pas à la facilité des sentiments trop emportés. Et surtout, il y a 3 bombes dans le film, 3 bombes physiques. La gamine est très très belle, hein. L'adolescente est très très belle, mais alors les 4 sœurs là, il y en a une qui est pas top, mais alors les 3 autres, franchement, on passe vraiment 2 heures de film avec 3 bombes absolues. C'est passé le film du très très bien à genre ça tue, quoi. Ça, c'était vraiment un plaisir énorme. Xavier? Moi, j'aurais cité Shaun le Mouton. J'ai vraiment adoré Shaun le Mouton. Je trouvais ça mortel. Qu'est-ce que je pourrais sortir? Goodnight Mommy, grâce à Fausto d'ailleurs. Parce qu'à la base, je n'avais pas spécialement envie de le voir. C'est en fait, tu m'en as parlé une fois. J'ai oublié, mais. Oui, non, mais on en a parlé une fois comme ça. Non, mais j'écoute monsieur. Hein, c'est gentil. Voilà, donc je vais lui donner sa chance. Et je n'ai pas été déçu. Non, moi, il y a un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que je suis le seul autour de cette table. C'est Macbeth. Mais non, tu n'es pas le seul. Laurent, il kiffe. Non, Macbeth. Enfin, c'est génial. C'est génial. Bon, alors après, effectivement, je tiens à préciser quand même, j'adore Shakespeare. C'est vrai que généralement, les adaptations cinoches de Shakespeare, je vais les voir. C'est automatique. Par contre, les bonnes adaptations, il y en a peu. Et j'aime les adaptations de Kenneth Branagh. Mais putain, Macbeth. Non, mais Titus, oui, Titus est excellent, oui. Oui, elle. Ouais. Frida et de... c'est elle. Ah, Titus, putain, c'est... Mais parce que dans Macbeth, ce que je trouve assez étonnant, c'est que c'est assez rare que quand il y a quelqu'un qui fait une adaptation de Macbeth en particulier, c'est d'oser pousser les curseurs visuels à la hauteur de l'énormité du texte, en fait. Et lui, il n'a pas eu peur d'aller vers ça, en fait. Tout à fait. Il n'a pas eu peur de se dire, ok, alors le texte, c'est tellement... Parce que le texte de Macbeth est extraordinaire. Et en plus, il a eu aussi l'intelligence de couper des parties qui auraient alourdi le truc, qui sur le papier, sont utiles, mais dans un film, qu'ils sont peut-être moins. Et il a vraiment pas eu peur d'aller dans l'énormité visuelle pour être à la hauteur de ce que véhicule le texte en termes de passion. Et moi, je trouve que c'est ça qu'emporte le film, en fait. Avec l'interprétation de Fassbender qui est juste incroyable. Et même de Cotillard, dont je suis pas très fan d'habitude, mais là... Vraiment... de Godzilla. Et la musique. Je me suis dit, de qui il parle, là, enfin. Et la musique aussi, qui dès les premières minutes du film, c'est... Il y en a un film de je m'en souviens plus. Oh là. Très impatient de voir son Assassin's Creed, du coup. Snowtown, je vais plus entendre parler. Ah, mais j'adore les crimes de Snowtown. Ouais. Casser les couilles. Ah, franchement, pardon. Mais non, c'est bien. Et vous avez. Non, Véro, tu Et par contre, non, je note juste quelque chose. Personne n'a cité Crimson Peak. Ah ouais. Ni Green Inferno d'ailleurs aussi. Green Inferno, Green Inferno, il est dans mon top de l'année. C'est en DTV. Mais bon, on en avait déjà beaucoup parlé dans le podcast, donc. Et Crimson on en a beaucoup parlé dans le podcast. Oui, aussi. Mais c'est pas vraiment un film qui reste au final. Si, mais en fait, Crimson Peak, ce qu'il y a, c'est que ça reste. Par rapport, je pense, aux autres films qu'on a abordés, c'est peut-être moins polarisant émotionnellement, en fait. C'est un film qu'on admire. C'est un bel objet. Mais c'est un très bel objet. C'est ça. Mais est-ce que c'est un film qui vraiment reste après? En effet, comme tu dis, c'est peut-être pas un film. Moi, j'ai des images du film qui reste, mais c'est clair que quand je parle des temps forts, c'est des temps forts émotionnels, et Crimson Peak n'en fait pas vraiment partie. J'ai trouvé le film qui a le plus déçu cette année, en fait. Je me suis complètement trompé. C'est Kingsman.
Ah oui, c'est vrai que tu étais sur ce Moi, je suis un huge fan de Matthew Vaughn, mais vraiment, genre, huge fan, et j'ai tellement pas aimé celui-là, quoi. Mais tu détestes le film ou c'est juste que le film t'a déçu, quoi? Bah, déçu, il y a des figurances, il y a des figurances et tout. Le premier Kick-Ass. Ouais. Mais t'as pas d'émotion dans Kingsman. Dans Kick-Ass, t'as des. Ah si, moi je trouve qu'il y a de l'émotion dans Kingsman. Kick-Ass 2. Non mais là, c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est pas lui, c'est un Kick-Ass. Kick-Ass, pour moi, il y a un énorme problème sur le dernier tiers du film où le côté responsabilité du héros quand parce que le personnage passe son film. Non, mais le personnage de Kick-Ass passe son film à se demander s'il doit franchir un certain niveau dans la violence. Et à la fin, au final, ça dézingue du mec à mitraillette, à tout va. C'est cool, mais par rapport au début du film, t'as l'impression qu'en fait, il dit ouais, vas-y, j'en ai plus rien à foutre, je fais péter. Le sketch est super émouvant et que t'as jamais ça dans Kingsman. Enfin bref, voilà. Si, moi je trouve Kingsman très touchant. C'est pas mal Kingsman. Moi je trouve j'aime bien le côté irrévérencieux. Voir un blockbuster où on fait exploser autant de têtes à la fin, c'est plutôt assez plaisant quand même. Non mais et où surtout le personnage finit par sodomiser une princesse. Non, mais ça m'a fait rire. D'ailleurs, dans la version vidéo de je sais plus, mais toute la référence à la sodomie est disparue. J'ai vu une version du film, je ne sais plus si c'était en VOD ou je sais plus quoi, mais avion peut-être, non peut-être. Les avions n'aiment pas les sodomies. Il y a une pancarte, je sais pas si t'as vu. D'ailleurs, en parlant de sodomie. Bon, du coup, on va peut-être conclure parce que c'est. Ça fait plus d'une heure. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir des films et on. Non, mais qu'est-ce que. Quel film vous attendez pour 2016 du coup? Très bonne question. Godzilla. Il y a un Godzilla. Oui, Dakiano. Je voyais le X-Men de Bryan Singer. Elles sont un peu la chaussette. Mais non. Aie confiance. Franchement. Bah moi, je rejoins Xavier. Moi, j'attends à fond le Godzilla. Là. Godzilla japonais, bordel, putain. I am a hero. Surtout, Godzilla japonais, et surtout, c'est quand même le mec qui avait écrit la trilogie Gamera, et franchement. Et qui a fait les spéciaux du 3. Shinji Gushi. Qui fait aussi des Titans, qui n'a pas été trop apprécié. Donc j'ai bien aimé, mais bon. Et moi, putain, en plus j'ai écrit pour Matt un énorme dossier, toutes les sorties de 2016. T'as qu'à dire le film que t'as oublié. Mais attends, Neon Demon, mais si. Non, j'ai trop peur je sens que je vais être déçu, je sens que ça va pas être à la hauteur. Donc non, pas Neon Demon. Oui, tout à fait son polar. Ouais, son polar qui peut être intéressant. Je sais pas. C'est Captain America 2 que t'attends. Qui peut être bien, je pense. Oui, d'ailleurs, oui. Non, mais on va dire que The Witch m'intrigue beaucoup. Moi, je l'ai vu. Moi, j'aime pas. J'ai vu Cyril. Moi, j'ai comme Laurent. The Witch m'intrigue beaucoup, mais Cyril m'intrigue encore plus. Non, The Witch, j'ai pas aimé, mais globalement, c'est quand même un bon film. Faut pas déconner. Ouais, je l'ai vu à CJS. Et rien que pour la fin, c'est vraiment un film qui vaut le coup. Mais moi, ça m'a tellement pété les couilles. Mais bon. Mais comme Macbeth et tout, donc ça se trouve tu vas kiffer. Et 31 de Rob Zombie quand même, je suis très curieux aussi. Tiens. Surtout après l'interdiction là, au moins 18 qu'il a failli se faire voir aux États-Unis là. Il a dû passer 3 fois, je crois, devant les MPA. Je pense qu'il y a très peu de chance. Vu la Lord of Salem. On pourra faire une soirée en DVD uniquement. On pourra faire un pifcast, ouais. Carrément, le cinéaste préféré de Cyril. J'ai quand même révisé mon jugement sur lui avec la nuit qu'on avait fait. J'avais vu les 2 Halloween que j'avais plutôt pas mal aimé. Tout le reste c'est de la merde, ça continue de la merde, mais les 2 Halloween c'est pas mal. Ça promet. C'est belle. Bon bah on va voir plein de films et on en reparle dans un an. Voilà. Donc bonne année 2016 à tous. Bonne année. C'est vrai. Bonne année cinématographique. Bonne année cinéma 2016. Bye.